Salut Olivier. Salut Guillaume, miracle de technologie, dis donc. Je suis pas un geek, ça a l'air de marcher. Ça va, tu m'entends? Je t'entends très bien. Cool. T'es à Paris là? Dans tes bureaux? Je suis, je suis à Paris et dans nos locaux. Je suis confiné tout seul dans nos locaux. Oh là là. Bon, il fait pas mauvais aujourd'hui. Alors attends, je te ferme. Bon, et toi, t'es où? Alors moi je suis comme je crois 20% des Parisiens, je me suis carapaté à la campagne. J'ai eu cette opportunité et donc je commence à y prendre goût et je me questionne pas mal sur notre mode d'habiter et mon métier d'architecte. Donc, bon, du coup, on va peut-être se présenter. Je te laisse, Guillaume, te présenter rapidement. Non, on se connaît un peu avec Olivier. Donc, Guillaume, moi, je suis co-gérant d'une fabrique de la ville qu'on a créée avec Jean-Louis Subilo et on intervient plutôt sur les projets d'aménagement et on intervient en tant que conseil. De différentes collectivités, plutôt parfois côté AMO des collectivités publiques et puis parfois au sein des équipes de maîtrise d'œuvre urbaine sur les missions de programmation urbaine, de montage et de définition des conditions de mise en œuvre des projets. On travaille notamment sur le projet du village olympique. On pourra en parler parce qu'il y a des questions qui se posent par rapport à la question au mode d'habiter, sur Gare des Mines et sur différents projets urbains. Voilà, et historiquement, on s'est occupé du projet d'aménagement à Boulogne, donc on a beaucoup croisé l'agence ADMA à cette Trois fois? occasion, Deux fois. même si ça n'a pas donné lieu à un projet. Et voilà, et puis après on a aussi travaillé, après que soyez intervenu sur les espaces publics autour du Louvre-Lens. Ah oui, c'est ça. Voilà, Oui, en ça, quelques on se mots. connaît depuis quoi? Depuis une dizaine d'années, hein? Depuis l'époque de Facile, oui. Boulogne. C'est ça, depuis C'est cette ça. époque. Ah oui, ça tourne. De temps en temps, je te vois monter dans un train, dans un TGV, filer vers Strasbourg de bon matin, C'est ça. parcourir la France et conseiller les maires et urbanistes, services d'aménagement, etc. Ouais. Ouais, ben, je pensais à toi parce grâce à l'initiative de Émile Valbran, notre chargé de com, il a plein d'idées à la minute là, donc il a eu cette idée de lancer ces échanges pendant ce temps de confinement. Donc entre les associés de l'agence là, puisque je le suis depuis quelques temps, depuis l'an dernier, avec trois autres jeunes qui ont rejoint les fondateurs. On s'est dit, tiens, on va un petit peu sortir de nos sujets entre architectes, entre urbanistes, et on va se tourner un peu vers les acteurs de l'aménagement des villes. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, Guillaume, parce moi, à titre personnel, je dessine beaucoup de logements, pour ainsi dire, depuis que je suis sorti de l'école, mon diplôme sur le logement. C'était la reconversion d'un site industriel et puis jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 20 ans, je dessine encore des appartements et je suis année- dans une étape de ma vie d'architecte où j'ai un petit peu du mal intellectuellement à me projeter sincèrement dans ce que je fais. Je pense qu'on a tous envie aujourd'hui dans notre société de donner du sens à ce que l'on fait au quotidien. Ça permet un peu de se passionner, de faire ça avec envie. Et si on peut rendre service à nos concitoyens, c'est bien la moindre des choses. Et finalement, je me dis, avec ce recul, ce confinement, ça me le fait un peu chaque été, mais là, ça fait 6 semaines. Bon, on travaille, mais ça permet de prendre un peu de recul. Je voulais te parler un peu de la question du logement, de notre lieu de vie, puisqu'on est tous concernés. Et alors, bon, on a qu'une heure, hein, donc on va un petit peu débattre rapidement, effleurer quelques sujets, mais bon, c'est l'occasion de t'écouter, d'en faire profiter les uns et les autres.
Moi, j'avais quelques points à te proposer. C'était la question des surfaces des logements, la question du confort d'été par rapport au réchauffement climatique que l'on est en train de vivre là, qui arrive à grands pas. Chaque été, on est en train de battre des records, donc les canicules, etc. Et puis, on a un peu choisi ce titre ensemble. Tu as proposé le logement mesure de la ville. Du coup, je pensais à Mesure et des mesures des villes, de petit ouvrage écrit par Thierry Paco qui se questionnait sur la taille de la ville idéale. Donc, j'avais retenu, quand je me rendais en vélo au travail, c'était autour de 30 000 habitants. J'ai l'impression que depuis Ebenezer Howard, on tourne autour de ces villes idéales. Donc j'ai l'impression que les 30 000 habitants, c'est un peu la jauge. Mais du coup, j'en discutais avec les associés, on se demandait les villes. Bon, en France, finalement c'est 8 métropoles. Et puis après, on a le reste, c'est villes moyennes et puis les petits centres-bourgs. Donc je te propose de parler un peu de ces métropoles parce que c'est là où on se croise finalement. Ouais, On se ouais. croise sur Strasbourg. Qu'est-ce que tu penses un peu de la réduction des surfaces des logements? Je me rappelle, il y a 12 ans, j'arrivais à l'agence, on dessinait des 3 pièces de 67, allez, 70 mètres carrés parfois. Et puis en 10 ans, on a perdu 10 mètres carrés. Autant les taux de crédit immobilier baissent. Sans arrêt, chaque année, c'est le choc de l'offre. On nous promet une offre en pagaille et des prix accessibles. Et puis au final, les revenus stagnent et les gens ne peuvent que s'acheter des petits logements. Quel est ton avis là-dessus, sur la réduction des logements, des surfaces des logements? Alors peut-être d'abord commencer par les questions sur la mesure de la ville avant de peut-être passer aussi précisément sur le logement. Je pense que ce que tu as dit, hein, c'est un sujet, et effectivement, dans la discussion, on s'est posé la question du type de l'échange. Donc, ce qui me semble important, c'est que le logement, c'est 90% de ce qu'on produit. Donc, c'est ce qui fait la ville. C'est pas le bureau, c'est pas l'activité, sauf quelques exemples assez atypiques. Et c'est un peu l'unité de mesure. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a à la fois il y a dans cette idée que le logement, c'est la mesure de la ville, c'est à la fois l'unité de mesure, la quantité, parce que c'est comme ça qu'on quantifie la ville, mais c'est aussi, pour moi, la mesure est un moyen de faire la ville, de résoudre le problème de la ville. Donc, je vois pas comment on peut bien vivre dans une ville si on ne vit pas dans un logement qui a ses qualités. Donc, ça rejoint ta question là. Sur la taille des logements, c'est un vrai sujet en fait. Je pense que comme il y a une dimension ultra patrimoniale à la question du logement, bah forcément, c'est plus vraiment un objet comme un autre. C'est un produit, c'est un investissement. Donc, les logiques financières font que cette réduction des surfaces, elle est aussi liée à des prix de marché, elle est aussi liée à des modèles économiques, et ça impacte effectivement beaucoup la qualité des logements. Après, il y a des collectivités, on en parlera tout à l'heure, mais notamment sur le village olympique, Pleine Commune, pardon, ils ont mis en place une charte qualité construction neuve. Vous l'avez éprouvé, je pense, sur Confluence et sur d'autres opérations. Après, ça n'a pas que des vertus positives, mais malgré tout, ils ont dit, bah voilà, nous, dans nos logements, on vous demande d'avoir au minimum telle surface. Que les petits logements, voilà, le T3 fait pas moins de tant de mètres carrés, qu'il y a un minimum de mètres carrés chab imposé et que les T1, T2 ne constituent pas plus que 30% des logements. Donc c'est vachement contraignant. Mais si l'opérateur, tu lui dis qu'il fait ce qu'il veut, à la limite, il regardera effectivement que des considérations extrêmement financières par rapport à sa capacité à commercialiser rapidement tous les logements. Voilà. Donc là-dessus, effectivement, je suis d'accord avec toi. On assiste un peu à une réduction de ces surfaces, mais je pense qu'il y a des outils qui peuvent être mis en place, même si c'est pas forcément toujours positif parce que ça a d'autres contraintes. Mais pour tenir cette question de la taille des logements comme une contrainte et que ça se régule. Alors, dans la charte de Plenco, ça va jusqu'à même des tailles sur les pièces principales qui sont imposées. Donc après, il faut trouver la juste mesure. Mais voilà, mais
ça laisse pas libre n'importe qui de faire n'importe quelle forme de logement. Ouais, c'est vrai que je dis que depuis quelque temps à l'agence, aux urbanistes, vous avez une des clés. L'architecte que je suis, on peut pas vraiment forcer les choses, hein. On travaille avec un programme, on peut toujours tenter plus grand, plus large. En définitive, si vous n'êtes pas en amont sur ces préconisations, on finit avec des chambres qui finissent par faire 2,50 m, 2,40 m, des toutes petites surfaces, des chambres au minimum, des surfaces vitrées minuscules, des appartements non orientés. Donc c'est un vrai sujet. Je pensais à cette pandémie-là, ça doit faire phosphorer bien des ménages. Je regardais à l'instant, l'exode rural en France s'est terminé l'année de ma naissance. Donc en 75, voilà, c'était un solde équilibré entre les citadins et les campagnards, on va dire. Est-ce que 45 ans plus tard, on ne va pas avoir une sorte de retour à la campagne? Bah, ça, enfin, je suis d'accord avec toi et à la fois, j'aurais tendance à dire qu'on va quand même pas jeter les villes et toutes les qualités qu'on apprécie des villes à la poubelle même en quelques mois. Après, c'est sûr qu'il y a dans cette période de confinement où on peut pas profiter des qualités que la ville nous offre. Parce que les parcs sont fermés, parce que les restaurants sont fermés, parce que les cinémas sont fermés, parce que les lieux publics sont fermés, ben, finalement, on se dit qu'il vaut mieux habiter dans une maison ou être parti comme tu l'as fait et un bon quart des Parisiens l'ont fait un peu loin pour profiter d'un cadre plus agréable. Après, de là à dire que, comme le dit Ferrier là, dans un article qui est paru récemment, que la ville dense a trahi ses habitants, je suis pas sûr voilà, que bien sûr que la ville dense, ça a créé des difficultés. On le voit là pour le déconfinement, le retour au travail. Ça va être compliqué dans Paris avec les transports et avec tout ça, mais malgré tout, il y a des qualités quand on y réfléchit à tête reposée, où on se dit ben, peut-être que là, dans la situation actuelle, c'est vachement agréable d'aller vivre à la campagne et l'exode rural a tous ses chances, mais finalement, quand même, d'aller au travail, de pouvoir faire d'autres choses, d'avoir des distractions, de pouvoir se déplacer facilement en France et en Europe, c'est d'autres qualités aussi qui sont intéressantes et voilà. Donc là, on est dedans. Donc effectivement, moi, je rejoins ce que tu dis. En tout cas, il y a des choses qu'il faut sûrement qu'on fasse différemment dans le logement. Sur le village olympique, on a imposé qu'il y a un espace extérieur par logement. Et ben on est assez content finalement d'avoir imposé cette contrainte avec l'agence Perrault. Et c'est forcément un point de vigilance. Mais c'est pas que le logement, c'est aussi la forme urbaine qu'on produit. C'est quel espace extérieur il y a dans les parties communes, quelle taille de copro, enfin quelle qualité d'habitat ensemble peut se décrire. Mais c'est vrai que là où tu as raison, je pense, c'est qu'il y a des territoires. On travaille là avec Ariela Masboulji sur un groupe de travail qui s'appelle Territoire oublié. Il y a des territoires où finalement on avait l'impression qu'il n'y avait pas de qualité et maintenant qu'on regarde, on se dit quand même, si on pouvait travailler dans de bonnes conditions avec un réseau de bonne qualité, ce qui n'est pas tout à fait le tien, Olivier, hein, je tiens à te le dire, hein, tu es assez pixelisé dans l'image, mais travailler loin et pouvoir se déplacer facilement, eh ben, on y retrouverait quelques qualités. Donc ça, c'est sûr que... Voilà, mais moi, j'aurais tendance à penser quand même que l'actualité nous fait penser que le logement, la maison, a toutes ses qualités, et c'est vrai, mais que c'est pas transposable dans la ville si facilement que ça, quoi. Et alors du coup, cette idée de nature en ville, comme si le citadin voulait faire venir la nature en ville, est-ce que tu penses que finalement, c'est pas ce, comme on dit, le greenwashing, apporter une architecture brocoli, des murs végétalisés, tout d'un coup on parle d'îlots de chaleur. Est-ce que Si, je pense. ça peut servir ou est-ce que finalement bah, c'est qu'une mode et que bah, la ville restera minérale, chaude et ce sera une souricière et très dense, saturée, sans... Je pensais même au Ben, dentrage. Tu vois, je c'est pense dentrage. que
je pense qu'il y a un enjeu fort, comme tu l'évoques, mais effectivement, on n'est pas encore au bout de nos explorations sur la traduction de ce que ça veut dire concrètement. Et que, voilà. Après, il y a un effet, comme tu dis, greenwashing, mais on a analysé beaucoup des projets sur Remonter Paris et cet effet, il était extraordinaire. Donc, cette espèce de verdification de l'architecture, il me paraît pas être le point qui permet de résoudre le sujet. Et effectivement, un point important. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question des formes urbaines. C'est voilà, tu poses la question du logement par sa taille, mais je pense que la question du logement par rapport à sa forme urbaine, à la largeur des îlots, à la taille des îlots, à la quantité d'espaces verts de pleine terre réels, voilà, c'est quand même des éléments fondamentaux de qualité d'usage, voilà, de statut des espaces. C'est des points qui sont, à mon avis, importants et qui font aussi la qualité du logement, en tout cas en ville, dans un modèle, face à un modèle pavillonnaire plus classique ou un modèle de la villa dans son jardin. Mais voilà, mais du coup, je pense que c'est cette question de l'espace, enfin du paysage et de la dimension, l'enjeu du paysage dans l'espace public, c'est un point important et on expérimente encore. Je pense qu'on n'est pas encore au bout des réponses qu'on devrait apporter pour que ce soit pas effectivement une dimension un peu cosmétique. Oui, parce que je vois justement en allant dans des villes, à Hambourg par exemple, pour parler de cette dernière grande ville hein, qui est quand même très peuplée, on arrive très vite dans une ville qui est pas si dense que ça, avec des alignements d'arbres assez fréquents, des pelouses engazonnées, une nature laissée un peu à l'état sauvage, et on s'y sent bien. On peut même se balader avec notre valise à roulettes sur un chemin stabilisé. C'est pas ce Mmh. qu'on retrouve dans les grandes villes de France où on minéralise et on se retrouve avec des problèmes de surchauffe l'été. Et, et c'est vrai que je me dis que en Angleterre, en Allemagne et dans d'autres villes, en Belgique, on a cette fraîcheur et cette armature verte. Nicolas Michelin parle de corridors verts comme des possibilités de rejoindre la campagne, la banlieue verte des centres-villes. Mais c'est sûr qu'on a une culture qui est vachement plus fractionnée sur ces questions-là. On a des services de voirie qui sont hyper routiers, hyper minéraux, et des services d'espaces verts qui sont un peu cantonnés. C'est particulièrement le cas, notamment côté Paris. C'est voilà, les espaces verts qui sont cantonnés à des considérations de square et dans des logiques qui sont différentes. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un enjeu de trouver une écriture de l'espace public qui est différente. Michel Devine, avec qui on bosse sur Montparnasse, a développé le concept de forêt urbaine. Il y a un côté un peu marketing parce que voilà, ça a été très repris dans la campagne. Il y a une dimension technique qui est compliquée. Et puis, est-ce que c'est vraiment à cette échelle des forêts ou est-ce que c'est des boisements? Donc voilà. Donc après, c'est sûr que le boisement urbain, ça claque moins que forêt urbaine. Mais voilà, cette question-là de quel espace public on fait plutôt, voilà, on a quand même un espace public, en tout cas dans Paris et dans les grandes villes, qui est marqué par un urbanisme qui a 150 ans. Donc il est peut-être temps de re-questionner ça à grande échelle, pas à petite échelle sur un espace public symbolique ou un espace public unique, mais vraiment de se dire à grande échelle qu'est-ce que ça veut dire et effectivement, comment on change le rapport entre ce qui est perméable et imperméable, et effectivement, est-ce qu'on peut marcher sur des espaces qui ne sont pas forcément en dur, quoi. Je reviens sur la forme urbaine dont tu parlais. C'est vrai qu'à l'agence, on travaille beaucoup des formes urbaines masse qui autour de 12 mètres, 12, 14 maximum, des fois même 8 mètres. Donc ça suppose un coût, une enveloppe assez onéreuse, hein, puisqu'on a beaucoup de façades, mais par contre, on a une énorme qualité dans les logements, avec des pièces unies en façade, qu'aujourd'hui, la majeure partie des logements produits défiscalisés n'offrent plus. Hein. On se retrouve avec deux fenêtres pour un T2, plus. Hein. On se retrouve avec deux fenêtres pour un T2, on a une cuisine en fond, un séjour une salle de bain aveugle.
On s'aperçoit que pour arriver à ces formes urbaines fines, à ces pièces humides, à toute cette qualité, on doit être aussi attentif à l'économie. Et parfois, ça ne suffit pas, parce qu'on nous dit bah, la Mm. fiche de l'eau, c'est 10 000 mètres carrés, et puis c'était fait en amont. Le bilan marche comme ça, il va falloir faire 10 000. Et on est pris, et on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'il n'y a pas justement un moyen, un outil sur le prix du foncier, un démembrement, quelque chose de cet ordre pour arriver à dédensifier, laisser plus de place à la nature et avoir des logements beaucoup plus qualitatifs que l'on peut aérer, où l'on peut se laver le matin au soleil levant et cuisiner avec un évier sous la fenêtre. Est-ce que tu penses qu'il y a des outils sur la propriété foncière qui peuvent être développés pour arriver à ça plus souvent? C'est pas simple ta question. Je pense il y a un enjeu d'arriver à ce qu'effectivement, mais l'agence ANMA, pour le coup, c'est une agence qui a cette double vision, que la réflexion sur la ville et la réflexion sur le logement, elles soient plus imbriquées. Et de ne pas arriver à des situations où il y a des fiches de l'eau maximalistes avec des constructivités à la limite du possible, ou vraiment en bourrant comme des fous parce que les épaisseurs étaient trop importantes. Voilà. Donc ça, c'est un sujet, je pense, vachement important dans la méthode de travail. Et tout ça est un peu empirique. Combien de fois, nous, on a eu des échanges avec les différentes agences, l'agence Leclerc, TVK, sur les ratios de passage de la polyligne à la SDP pour se dire c'est ça la SDP qu'on va annoncer, quoi. Donc ça, c'est chaque fois, c'est des discussions. Ça serait assez drôle d'ailleurs de voir chacune des agences quel ratio elle utilise sur le logement, sur le bureau, sur les commerces pour se dire voilà c'est quoi les marges et qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui marche pas. Mais du coup, il y a une dimension un peu empirique dans un truc finalement qui est assez pas scientifique, mais assez technique, quoi. Et on voit bien que ça donne plus ou moins de liberté derrière au concepteur de faire un projet entre guillemets aéré, voilà. Et si les épaisseurs sont parties de manière étroite ou large, ça change complètement la considération que vous avez après sur le travail du logement. Après, voilà, il y a la dimension bilan, quoi. Je vois dans les questions la marge du promoteur. Voilà, il y a la dimension bilan. Voilà, la difficulté, c'est que si à un moment donné, le cadre général n'est pas posé pour tenir les choses, ben, le promoteur, il a toujours tendance à optimiser les choses. Et effectivement, il y a la marge du bilan qui compte aussi dans l'économie du projet. Après, il y a des dispositifs qui commencent à être mis en place, notamment par la ville, là, sur la ville de Paris, et d'autres collectivités, sur les offices fonciers solidaires, donc avec l'idée qu'on n'est pas propriétaire de son logement. Je pense qu'il y a un sujet peut-être à mieux réfléchir en France, mais c'est pas simple parce que je pense que ça prend des générations pour évoluer sur la question de la notion patrimoniale du logement. Donc, voilà, tu es propriétaire de ton logement, tu n'es pas propriétaire de ton logement et de ton terrain partout dans tous les pays d'Europe. Donc je pense qu'il là-dessus, il y a des réflexions à avoir certainement. Et c'est le principe de l'Office foncier solidaire d'essayer de faire en sorte qu'il y ait finalement une propriété, mais non totale, et que d'autres typologies de logements puissent être offertes. Mais je ne suis pas sûr que ça apporte des réponses forcément à ce que tu disais, c'est-à-dire quand tu as ta fiche de l'eau à 10 000 et que tu dois faire tes 10 000, s'ils ne rentraient pas, ben, ils ne rentrent toujours pas. Donc voilà, au départ, il y avait une erreur, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est effectivement, là, je pensais à un concours, on nous a lancé, on a été retenu sur un concours de logement dans l'Est parisien, en banlieue Est de Paris. Et effectivement, là, on est sur une telle densité, avec des ratios certainement très optimistes, et on peut tourner et virer dans tous les sens. On a du mal à rentrer la surface avec des logements de qualité. Et Ouais, par ouais. exemple, j'ai proposé des dessertes parcoursives. Les coursives, ça permet quand même de faire des logements traversants, aérés, avec des pièces humides sur coursives. Ça ne gêne pas l'intimité des habitants. Et souvent, la coursive, c'est comme si j'insultais ou je disais un gros mot. J'ai souvent Mmh. des personnes qui sont braquées là-dessus. Alors, je ne sais pas si tu retrouves ça dans les villes, dans les services d'urbanisme. Quel est le problème avec la coursive?
Non, mais ouais, on retrouve ça. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, pas que sur la coursive, les escaliers extérieurs, voilà, on retrouve une espèce d'inquiétude sur ces dispositifs. Après, je pense qu'il n'y a pas de problème de fond, mais il y a des espèces de préjugés d'opérateurs, d'acteurs qui sont liés voilà, à des situations où il y a on va dire, à des mésusages, mais qui ne sont pas liés à l'architecture, quoi, qui sont liés souvent à des questions sociales et à des questions voilà, qui nous dépassent. Donc, voilà, donc, je pense qu'il y a cette question de l'expérimentation. On voit que c'est plutôt les bailleurs qui ont expérimenté dans le logement plus que les promoteurs. Hein, Mm. et j'allais dire, c'est encore plus le cas maintenant. Mais il y a quelques promoteurs qui veulent faire un peu différemment. Et moi, j'ai toujours été marqué par l'opération que l'agence a faite Habiter les Quais, là, sur l'île de Nantes, qui était quand même assez manifeste sur cet espace extérieur généreux et qui donne aussi une profondeur dans la diagonale du logement par rapport aux pièces. Donc voilà. Mais on voit que l'innovation ou la manière de faire un peu différente est rare. Elle est souvent portée par les bailleurs. Les promoteurs ont une vision ultra classique parce que c'est un produit qu'ils doivent vendre et bien vendre et qui sert effectivement toutes les vannes qui permettent d'optimiser le prix de vente et la valorisation qu'eux-mêmes vont faire. Mais voilà, mais il y a quelques évolutions, mais si c'est pas porté, tu parlais des urbanistes, si c'est pas porté par les urbanistes, mais je dirais plus largement par les aménageurs et par les collectivités, c'est ultra difficile. Donc c'est sûr que si les urbanistes ils ont fait une fiche de l'eau où tu as déjà des mètres carrés qui sont inatteignables sur des épaisseurs qui ne permettent pas de faire du logement de qualité, c'est difficile de faire les choses. Là, sur le village, j'en parlais tout à l'heure, on est soumis à la charte qualité de construction de pleine commune. Alors, ça a des désavantages et des avantages, il faut se le dire aussi. Hein. Donc, par exemple, une des données, c'est pas plus que 100 logements par copropriété et un découpage de chacune des copropriétés. Donc, ça, c'est un point important. C'est comment, entre le logement et le foncier et l'îlot, s'enchaînent les choses. Et le fait que les copropriétés aient une taille, c'est important parce que ça permet quand même de donner une unité de vie ou dans ta copropriété, déjà 100 c'est beaucoup, tu connais les gens. Donc voilà, et c'est pas la même copropriété que celle d'à côté. D'ailleurs, quand on s'est occupé de l'aménagement de terrain Renault, l'histoire du macrolo a été beaucoup critiquée Ouais. par rapport à ça, à ce côté un peu disparition de la parcelle. Mais même si les macrolos, on en parlera après, c'était autre chose. Mais voilà, mais je pense que cette question-là de l'échelle de gestion commune, elle est importante et elle impacte aussi beaucoup la forme urbaine. Hein. L'aménité du logement, c'est bien sûr le pont, mais c'est aussi l'espace commun qu'on peut avoir dans un ensemble, dans une copropriété. Là, tu as la chance de ne pas être à Paris, mais des fois, tu aperçois dans quelques parcelles à travers un passage qu'il y a quasiment tout l'immeuble qui est dans la petite courette intérieure. Comme tu es confiné, mais tu as aussi bah, la rue intérieure des grandes copros qui sont notamment rue Saint-Maur, avec des très grands passages où que tu retrouves un peu partout dans Paris. Et ces qualités-là, ça se pense et ça a des réponses par rapport à des formes urbaines. Donc c'est ça, je trouve que c'est intéressant de lier la question du logement à la forme urbaine et réciproquement, et d'être itératif. C'est ce que tu dis, si tu as la fiche de l'eau qui te donne des contraintes impossibles, c'est l'équation pour toi, tu peux pas faire un bon logement en fait. Mm. Alors, sur plein de communes, tu as donc un espace extérieur pour chaque logement. Et est-ce que vous avez préconisé des logements double orientés, traversants, pas de Non. mono-orientés? Et est-ce que Donc vous êtes sur allé pleine assez et en loin? fait, c'est deux choses qui se cumulent là dans l'exemple que j'évoque, c'est sur le village. Donc il y a deux choses qui s'additionnent. Il y a la charte qualité de pleine commune plus notre cahier des prescriptions architecturales qu'on a fait avec l'agence Perrault. Du coup, tu as deux choses qui s'additionnent quelque part. Tu as pleine commune qui t'impose des logements double orientation au-delà du T2. Donc T1, T2 sur les petits logements qui sont maximum 30% des logements, tu peux faire du mono-orienté. Mais sur le T3, tu dois être en double orientation, sinon tu dois demander une dérogation. Et tu peux l'avoir sur certains cas parce que des fois, tu n'as pas le choix ou ce serait tellement contraignant de faire autrement que tu ne le fais pas. Donc voilà, donc tu as un nombre de logements par palier qui est imposé aussi à pleine commune.
tu as l'éclairage des circulations qui est imposé, l'éclairage naturel des circulations, même si on n'y arrive pas toujours, hein, donc honnêtement, il faut se le dire. Voilà, puis tu as les tailles de copro. D'ailleurs, sur le village, ça a été porté à 100, mais la taille, elle est plutôt de 60 dans le reste du territoire. Et par ailleurs, on a rajouté dans le cahier des charges architecturales, on a été très peu prescriptif sur les matériaux, à part dire qu'on n'en voulait pas un catalogue, mais on a été assez prescriptif sur la nécessité que chaque logement ait un espace extérieur. Voilà. Et il se trouve que la Solidéo, elle avait porté une démarche très forte. Donc Solidéo, c'est le maître d'ouvrage du village olympique, projet olympique. Elle a porté une ambition très forte sur la question du confort thermique. Et cette question-là, on avait demandé cette exigence de qualité d'usage à travers des balcons, et voilà, et on voit bien que dans la situation actuelle, on le regrette pas, tu vois. Donc, ne serait-ce que, et on demande aussi qu'il y ait des espaces communs. Donc là, si c'est Plenco qui demande ça, qu'il y ait des espaces communs en toiture à l'échelle de chaque copropriété. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des questions assez délicates parce que c'est des contraintes et des fois c'est pas toujours facile à intégrer. Les espaces communs, tu penses à des espaces, donc des toits pour tous, mais aussi des locaux où on peut fêter un anniversaire, descendre et travailler plutôt que d'aller au travail et faire une Ouais. heure de transport. Est-ce qu'il y a des espaces de coworking rez-de-chaussée Alors, il se trouve que comme il y a des difficultés parfois à animer les rez-de-chaussée, on arrive à mettre ces espaces communs type coworking, type conciergerie, type espace de l'économie sociale et solidaire. Après, c'est vrai que les systèmes de pièces en plus, c'est rare que les promoteurs tiennent le coup jusqu'au bout. Donc, il y a quelques projets un peu prospectifs qui font, mais c'est pas si fréquent. Et puis, sinon, c'est effectivement les terrasses communes qui sont des éléments importants. Alors, j'ai vu que tu as contribué à un livre sur l'évaluation environnementale. On se posait la question à l'agence comment une forme de concours peut mettre en avant, en priorité, l'aspect environnemental du projet plutôt que la simple offre financière. Hein. Celui qui fait le plus gros chèque, il a l'affaire, puis après, il n'a plus qu'à réaliser ce qu'il a promis ou pas. Je me disais, bon, on doit lutter contre le réchauffement climatique, mais dans le même temps, je pense qu'on fait peut-être fait vraiment pas assez. Est-ce que sur l'emploi des matériaux, très en amont, vous pouvez être exigeant et pointer et regarder attentivement les, les matériaux choisis? Parce que finalement, aujourd'hui, j'écoutais une conférence de M. Picon sur l'architecte qui met en œuvre de la matière. Aujourd'hui, quand on a des programmes, on nous dit bah, il faut des plaquettes de terre cuite collées sur des voiles béton. Quand on met du bois sur des parpaings, quand on met de la tôle sur un voile en béton, je pense qu'en termes d'énergie et carbone, on explose tout, mais on ne fait aucun geste pour l'environnement, pour notre planète et pour notre bien-être actuel. Est-ce que, est-ce que tu peux... voilà. Quel est ton avis là-dessus? Non, mais là-dessus, voilà, je suis d'accord avec ton analyse. Après, c'est une question aussi un peu d'ambition de la maîtrise d'ouvrage. Donc, j'allais dire cette ambition, en tout cas en France, hein, cette ambition par rapport aux enjeux environnementaux, elle est récente. Enfin, quand je dis elle est récente, elle a 20 ans. Voilà, moi je me rappelle commençant à travailler l'émergence petit à petit de cette question de qualité environnementale. Même s'il y a des gens qui ont été plus précurseurs, mais elle n'est pas si ancienne que ça. Il y a des maîtres d'ouvrage qui ont de l'ambition. Là, sur le village, il y a tu vois, dans le cahier des charges environnementales, il y a un budget carbone. Tu as un maximum, donc tu dois justifier ton budget carbone. Donc, c'est des démarches qui sont encore exploratoires. Et on sait aussi que ça dépend du marché immobilier. C'est-à-dire que tu peux mettre tous les budgets carbone que tu veux. Nous, on travaille dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Voilà, arriver à sortir une opération de qualité intéressante,
C'est ça l'enjeu. C'est pas, voilà, t'as pas la même économie qui te permet d'avoir les mêmes ambitions environnementales. Mais en tout cas, sur le village, cette idée de budget carbone, elle est intéressante. Les promoteurs essayent de trouver des solutions. Je pense que ça pousse aussi les constructeurs à faire autrement. Après, ça ne résout pas le problème par rapport à ce que tu dis. Tu veux, à un moment donné, même si c'est pénible, la réglementation thermique ou la réglementation, voilà, elle va s'imposera et elle donnera l'ambition. Mais voilà, après, des fois, on a des débats. Tu parlais tout à l'heure du confort d'été. Là, sur certains projets, on a des débats sans fin avec les thermiciens sur la question des ouvertures de façade. Je pense que ça aussi, c'est un débat que tu dois vivre et que tu connais même mieux que moi. Nous, si tu veux, on pousse pour qu'il y ait des ouvertures de façade généreuses. On demande qu'il y ait minimum 25% de façade de baies. Quand tu regardes la ville haussmannienne, tu dis, bah, finalement, c'est pas le bout du monde. Voilà. Tu dis, bon, il faudrait 30 vers 30% des façades avec des baies, et là on te regarde bizarre en te disant mais attends, t'as pas compris, il y a un réchauffement climatique, il y a la canicule tous les étés, donc voilà, donc si tu veux là tu as une équation entre l'ambition d'ouverture de tes logements et de la quantité de tes façades vitrées, c'est important pour la qualité de vie du logement puis pour l'expression des façades, mais c'est aussi une expression importante pour la ville où tu es, quoi, quelle façade tu donnes, et souvent c'est des équations compliquées, donc voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Olivier, là, de ça, mais souvent, c'est vachement contraint, en fait. Ah oui, effectivement, c'est très contraint parce que notre approche à l'agence, c'est d'abord évidemment d'aller au-delà du 1/6 de la surface habitable en vitrage, hein, puisque c'est bien un minimum que la RT 2012 nous fixe. Donc on est bien effectivement sur 20-25%. Pourquoi on fait ça? C'est pas pas pour avoir une jolie façade, c'est aussi pour permettre de cuisiner, de vivre à la lumière naturelle et pas se retrouver à ouvrir, à éclairer avec une lampe à basse consommation à midi. Donc, on a à cœur de vitrer et on le voit dans d'autres pays d'Europe, c'est bien plus vitré qu'en France. Après, la deuxième chose, c'est que les menuiseries, quand on vitre beaucoup, on a aussi envie d'avoir du bois, une menuiserie en bois. C'est quand même un matériau euh, renouvelable qui saute déjà à la base du carbone. Et quand on vitre avec du PVC, c'est un problème d'énergie, de carbone. On brûle du pétrole pour faire des fenêtres en PVC qui ne tiennent pas le coup, qui, je ne pense pas, seront difficilement recyclables, qui se déchaussent, se dégondent, se dérèglent. Donc, on a ce problème-là sur la surface des vitrages, la nature des fenêtres. Et puis après, il y a la protection solaire, parce qu'effectivement, pourrait se dire, bah, tiens, on fait une économie, on enlève un volet roulant, on enlève un volet battant, et puis ça va le faire. Mais non, quand on a un logement au soleil couchant, il faut s'en protéger. Hum, Ça coûte dans le budget. D'autant plus que si on part sur des formes fines avec des pièces humides, comme je le disais tout à l'heure, on a un coût de façade qui est élevé. Je me dis finalement, aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait se concentrer sur déjà ce qui existe, tous ces bâtiments, on pourrait conserver les squelettes et les aménager, penser des logements atypiques, plutôt que construire beaucoup, passer chaque année à promettre un choc d'offres pour faire baisser les prix ne baissent pas, les surfaces baissent. On construit des logements avec des matériaux, c'est des cochonneries, des sols PVC, des menuiseries PVC, des appartements avec des plaques au pan, enfin c'était tout du carton-pâte. Enfin, je comprends pas qu'on finalement on continue à produire des logements alors qu'on a bien des bâtiments existants et des friches industrielles, des centres-bourgs, des maisons qui ne trouvent pas preneurs. Parce qu'on a tout concentré sur les métropoles et on veut ramener un maximum de personnes sur ces métropoles. Finalement, on crée un déséquilibre en France. Finalement, on va hum, construire, on construit beaucoup en France, mais finalement, il y a largement de quoi loger tout le monde. Après, ça pose la question effectivement, d'un produit qui est singulier, qui est pas facile à mettre en place, à monter.
Ça veut dire qu'il faut inventer une sorte d'ingéniosité de promotion, quoi. C'est ça qui est compliqué. Même sur des sujets assez simples ou qui sont pas tout à fait ce que tu évoques sur la question de la réversibilité des bureaux en logement, qui est quand même un truc qui nous pend au nez, ou même de programmes de parking. On voit qu'on a des épaisseurs, on est plutôt sur des 16 mètres, des 18 mètres. Plus ça va, plus le bureau fait du 20 mètres. Donc, où finalement, voilà, nous on bosse sur Gare des Mines, on a un endroit où on est au pied du périph'. Le périph' demain, ça sera peut-être plus le périph', donc demain, dans 50 ans, donc peut-être qu'on aura d'autres qualités de programmation. Et voilà, on se pose beaucoup cette question-là, de la réversibilité bureau-logement. Ouais. Et c'est compliqué à définir en fait. Tu te dis, est-ce que tu fais un produit bureau qui est pas trop épais, comme ça tu favoriseras cette réversibilité bureau-logement, mais est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un est capable de le sortir? Ou est-ce que tu dis, bah, on fait le produit bureau standard et quelqu'un trouvera bien une solution pour l'intégrer dans sa réversibilité? Enfin, je sais pas si à l'agence vous avez eu à travailler sur ces questions-là, mais pour moi, c'est des sujets effectivement passionnants de se dire, investissons la question de la réversibilité du bâti. Oui, on a travaillé sur un concours qui n'est pas allé bien loin parce qu'il y avait une desserte en transport en commun qui ne s'est pas faite. Et sur ce concours, on avait imaginé avec le bureau d'études Elitis une réversibilité Ouais, bureau-logement. Et on était parti sur des trames. Alors, on n'était pas les premiers, hein. Il y a pas mal d'archis qui ont bossé depuis bien longtemps sur le sujet. Et c'était assez enthousiasmant. Et enfin, moi, je trouve ça très bien d'avoir une architecture qui peut s'adapter. C'est pour ça que je pense aux existants qu'on peut reconvertir. Ou si on fait du neuf, avoir quelque chose en poteau dalle, avec des plans libres, hein. Alors, quand je propose des cloisons SAD entre logements, pour justement rassembler les appartements, pouvoir les réunir, les séparer, les faire évoluer, les enfants partent, on en fait un studio, on abat la cloison, c'est vite fait, c'est bien fait, on fait un trou en 2 minutes. Tu as tout de suite les réactionnaires, les bonnes vieilles habitudes. Ah non, mais il vaut mieux du béton. En France, on aime bien le béton. Donc, on va couler des voiles en béton de 18, de 20. Comme ça, c'est du solide. Chacun dans sa cage. Et puis, au moins, on est bien figé. L'immeuble, il ne peut vraiment pas bouger. Il restera logement. Il ne fera pas autre chose. Donc, c'est vrai que là, quand je vois dans ces pays de l'arc méditerranéen, même de l'autre côté, hein, je vois que c'est en Espagne, en Italie, en Grèce, tout se passe à Méditerranée, on construit en poteau dalle et c'est du remplissage de briques de terre cuite. En mmh. France, si on ne fait pas des voiles béton en façade, en refend et des dalles béton, on est malheureux. C'est un drame énergétique, carbone, et puis en termes d'usage, de reconversion, ça ne mène à rien. On ne peut rien faire là-dedans. On ne peut même pas accrocher un tableau. Il faut une perceuse à percussion pour faire un trou et accrocher un tableau ou un calendrier. Ça, c'est Mais assez là, drôle. je vois un commentaire de Paola Marocain là, qui dit que c'est un sujet sur lequel vous travaillez à l'agence sur la question de la réversibilité bureau-logement. Nous, on s'interroge beaucoup en fait parce que on voit que sur le bureau, finalement, tu as des systèmes par rapport à ce que tu dis, Olivier, où en poteau-poutre, tu y arrives, même si ça reste des structures béton aujourd'hui, même s'il y a il y a des projets qui sortent en bois, mais c'est assez minoritaire. Donc cette question de la liberté structurelle, elle existe. Euh, du coup, la hauteur sous plafond, elle est plus généreuse en bureau, donc à la limite en bureau devenant logement, ça fonctionne bien. Et c'est vraiment l'épaisseur où on s'interroge beaucoup. Tu vois, c'est aujourd'hui il y a des standards d'épaisseur bureau, vous le savez bien, à l'agence sur 18 mètres qui ont tendance à passer à du 20 mètres et du coup c'est 18 mètres, 20 mètres. Est-ce que tu dis, bon, les opérateurs de bureau, vous devez changer votre standard et votre produit parce que demain, ça sera peut-être réversible. En gros, vous faites du 12 mètres, du 15 mètres, du 16 mètres en bureau, ce qui change tout le produit de bureau aujourd'hui. Donc, c'est là où c'est compliqué, en fait, sur la disponibilité structurelle, sur la capacité à demander aux opérateurs de garder des marges. Là, on le voit sur le village olympique, il se trouve que l'expérimentation du village olympique parisien, enfin celui de Saint-Denis, Saint-Ouen, il aura l'intégration du fait qu'il y a des athlètes qui vont vivre dans les bureaux. Et ça, c'est quand même assez atypique. D'habitude, c'est des logements qui deviennent
des chambres d'athlètes et puis qui redeviennent des logements ou des résidences étudiantes qui deviennent résidences temporaires pour des athlètes. Et là, dans les bureaux, ben, il y aura aussi des athlètes. Et du coup, ça veut dire qu'on s'est passé des gaines, qu'elles ont été anticipées, qu'il y a plus de pièces humides qui vont être démontées, remontées. Alors, ça a un coût carbone, donc l'idée, c'est de le réemployer. Mais voilà, mais du coup, on a toujours une épaisseur de 18-20 mètres. Donc, sur des résidences, ça marche assez bien parce que ça fait des chambres un peu longues, mais on y arrive à peu près. Et sur du logement, c'est quand même plus compliqué, surtout pour avoir des doubles orientations. Donc, voilà. Donc, comment combiner cette question des épaisseurs des produits. Sur Gare des Mines, on travaille avec l'agence Lean en Allemagne, donc, et eux, on leur parlait des 18 mètres et des 20 mètres, ils étaient sur le cul. Voilà, ils n'avaient pas ça en tête du tout. Donc nous, on a un peu ces mécanismes-là et comment les reconsidérer intelligemment. Voilà, donc ça, pour nous, c'est vraiment ça les questions de cette réversibilité, mais c'est pas un sujet simple. Hein. Non, non, mais c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup bon, ça remonte aux études, hein, mais le domino de Corbusier, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire en maquette, expérimenter. On peut imaginer plein d'usages. C'est quand même l'architecture, quelque part, n'a pas besoin d'avoir un programme pour dessiner quelque chose. On peut partir d'un minimum de matériaux, utiliser les matériaux pour leur qualité propre et puis offrir différents usages. Ah oui, c'est vrai que Paola a cette vision. Je vois qu'elle intervient ouais, dans les questionnements et les ratios. Ouais. Autour du café ou du goûter, c'est vrai que je change pas mal avec Paola sur les ratios avec tous les urbains. Parce que des fois, ils viennent me voir, puis moi, je vais les voir. C'est vrai que c'est intéressant quand on est archi et urbain dans une même agence. On a cette double vision urbaine, là sur Villeurbanne avec Nicolas Saugère sur le quartier des gratte-ciel. On est aussi à croiser les ratios. Moi, je pars en gros du logement, du noyau, de la cage d'escalier, et puis je déploie les logements autour et ils font l'inverse. Donc, il y a une double. On fait le chemin dans les deux Dans les deux sens sens. et on se retrouve, on se croise sur ces ratios. Mais c'est vrai que là aussi, les urbains ont la clé. S'ils partent sur des ratios qui offrent plus de possibilités, on est quand même beaucoup plus à l'aise pour donner de la qualité et pas se retrouver avec des surfaces extérieures de 5 ou 6 mètres carrés parce que la console, elle fait 1,70 m et qu'il ne faut pas faire trop grand et parce qu'en porte-à-faux, 1,50 m, pas plus. Mais quel usage? Où on va mettre ta Ouais, table? non. Où on va s'installer? C'est dramatique. Qu'est-ce que tu penses de... Parce que sur Villeurbanne, j'ai beaucoup apprécié il y a le référentiel du Grand Lyon qui impose des facteurs lumière-jour dans les pièces bien au-delà de la réglementation et des calculs thermodynamiques pour justement maîtriser les conforts d'été et ne pas avoir des logements qui surchauffent l'été. Je pense qu'ils sont peut-être faits sur des calculs d'ailleurs avec des relevés météo qui datent des années 80. J'espère qu'ils se sont quand même projetés bien plus loin que ça. Sans quoi on fait des efforts pour pas grand-chose. Qu'est-ce que Ouais, tu c'est sûr. penses de cette, voilà, de cette technologie, de ce que les logiciels nous offrent, de faire de vrais calculs et pas se contenter d'un héliodon et d'exposer des logements à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc. Non, mais je pense que voilà, je pense qu'il y a un enjeu là-dedans, effectivement. Comme tu le dis, je connais pas bien l'exemple lyonnais parce qu'on y travaille peu. Après, même si je suis lyonnais, donc je connais bien Lyon, mais je connais pas bien les contraintes des cahiers des charges et ce que tu évoques. Après, faut vraiment avoir en tête quand même qu'on a des territoires très inégaux. C'est-à-dire que tout le luxe qu'on a dans des grandes opérations un peu emblématiques dans les grandes métropoles, tu peux pas te le payer, tu peux pas te le payer ailleurs. Donc voilà. Donc faut arriver à trouver à la fois les éléments de modélisation qui sont nécessaires pour aller plus loin et pouvoir apprécier les choses, et puis on va dire l'aspect un peu pragmatique d'un schéma plus modeste en termes d'études. Voilà, là, on le voit toujours sur le village. Hein, il y a eu, on l'utilise d'ailleurs, il y a eu une modélisation de l'évolution du climat en 2050 et on part sur ce modèle-là. Donc en fait, au lieu de tout modéliser sur les températures de
les deux températures voilà, actuelles et sont modélisées sur une évolution de température qui est inévitable, voilà, en prenant un forme de référentiel. Donc voilà, après, ça crée aussi des contraintes supplémentaires. Voilà, ce qui est très, très difficile, c'est que c'est coûteux en temps, en moyens, en énergie, en intelligence, et tous les territoires ne peuvent pas se les payer. Alors c'est quand même dommage que les grands territoires qui peuvent se le payer ne le demandent pas comme une base, même d'expérimentation sur une modélisation, quoi. Donc ça, c'est ça que je vois. Il y a une grande inégalité. Tu en parlais au début, hein, mesurer des mesures des villes, et tu disais, bah, la ville idéale, c'est 30 000 habitants. Lens fait 30 000 habitants, je te défie d'y habiter. Pour autant, il y a des qualités là-bas, mais je te défie d'y habiter durablement. Et voilà, c'est peut-être pas forcément une jauge et une taille unique, mais en tout cas, cette question de l'échelle, elle est importante, et l'aménité dans le logement et dans la manière d'habiter, elle est à plein de granulométrie. Donc c'est le cumul de toutes ces réponses qui, à mon avis, apporte des solutions. Ouais, parce que je me dis finalement, je ne sais plus quel urbaniste parlait du quart d'heure à pied, la vie du quart d'heure. Finalement, on a beau habiter une métropole, notre rayon d'action en semaine et le week-end est assez réduit, quoi. Donc, je me dis à Paris, si je suis dans le 14e, je n'irai pas souvent dans le 20e et vice-versa. Je me dis que finalement, est-ce que, à quoi bon faire des métropoles très denses, un peu comme des saturations urbaines bétonnées avec des immeubles qui se font ombre les uns sur les autres. Bon, oui, ça peut apporter il y a beaucoup d'atouts, mais je pense qu'à un certain âge, enfin, je voyais là, il y a 20% des gens qui aiment bien vivre dans des grandes villes, 20% des Français. Donc, finalement, on discute de métropole, mais ça concerne que 20% des Français. Les autres voudraient être dans des villes à 5, 30 000 habitants. Donc je me demande si parce que j'en parlais avec Anouar d'Artemar ce matin, on parlait d'étalement urbain, parce que finalement aujourd'hui, admettons, tous ces citadins se disent, bon, ben, le bonheur dans le jardin, je quitte Paris, je vais m'acheter une maison au terrain à bâtir dans un lotissement et là on va s'étaler, on va démultiplier les déplacements en voiture, que ce soit du pétrole ou de l'électricité, ça reviendra au même, hein. On va puiser dans la terre le carburant. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des réflexions sur des habitats groupés, une forme de densité, des petites copropriétés imbriquées qui permettraient d'avoir les qualités du pavillon et en même temps une certaine densité de logement qui permet de l'altérité, qui permet de mutualiser des espaces. Est-ce que tu te Non, penches mais je pense que sur des... effectivement, tu as raison. C'est un des sujets de réflexion importants. Et les métropoles, c'est pas tout. Et longtemps, les métropoles, c'était un peu l'arbre qui a caché la forêt. Et effectivement, il y a des zones qui ont été un peu oubliées, mais on voit qu'il y a des réflexions, même dans les métropoles denses, sur de l'habitat, on pourra qualifier intermédiaire, mais c'est pas rien à voir avec le logement intermédiaire, mais et c'est des réflexions passionnantes. Même sur Euralille, le bois habité, François Leclerc et l'agence Terre, c'est quand même une réflexion qui est vachement importante. Nous, c'est ce qu'on essaye aussi de travailler dans des milieux un peu denses. Après, voilà, ça veut dire qu'il y a plus d'acceptation aussi sur la hauteur pour retrouver des constructivités, des équilibres. Après, là où tu as raison, c'est que c'est sûr que, vu le contexte et la situation qu'on vit, la question de la densité va être de moins en moins acceptée. Tu vois, même dans les grandes métropoles, s'il y a 10-15 ans, il y a eu des grands projets paysagers dans les métropoles, on ne les voit plus. Donc, enfin, où c'est plus rare de voir des grands éléments par rapport à des reconsidérations sur le paysage. Et on voit bien que sûrement que dans les prochaines années, au regard de ce qu'on vit, on va peut-être se dire à deux fois, est-ce que ça c'est vraiment un quartier ou est-ce que là c'est pas l'occasion d'avoir un espace paysager qui profite quand on dézoome à une échelle plus large.
Et voilà. Et par rapport à ta remarque, je pense qu'il y a entre le pavillonnaire et la métropole, j'allais dire, l'étalement urbain, il y a une quantité de solutions intermédiaires qui méritent peut-être d'être plus valorisées, comme tu l'évoquais. Et puis tout ça marche un peu dans un réseau, c'est-à-dire que quand tu es dans un pavillonnaire pas loin d'une grande métropole et que tu as un tram qui t'y amène, c'est pas la même chose que si tu as 30 km de route à faire pour aller acheter ton pain ou boire le café dans un bistrot du coin. Donc quand même cette considération de l'attrait de la ville pas dense. Dans un concours, c'est Devine qui avait dit ça. La campagne, c'est chiant. Du coup, voilà. Donc cette question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est confiné, c'est très bien, on a un jardin, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est là 4 ans, quoi. Donc, quels sont les éléments de sociabilité qu'on nous offre qu'est-ce qu'on a comme commerce, qu'est-ce qu'on a comme service. Et voilà, donc c'est un peu cette dimension, ces territoires qui sont un peu oubliés et qu'on revalorise aujourd'hui. C'est intéressant, mais voilà, globalement, c'est quoi le paquet du service qui nous est donné? Et je pense, par contre, c'est assez difficile, on en avait parlé l'autre fois, là, quand on a échangé, d'imaginer que le modèle de l'habitat pavillonnaire se réintègre dans la ville. Enfin, c'est parce que il y a aussi une question de marché. Tu le disais très bien, les logements sont super petits, à part sur des produits très très atypiques pour certains, tu peux pas retrouver une telle générosité, quoi. Alors, tiens, ça fait penser à Senlis, on a fait une opération mixte logements sociaux accession avec un promoteur à son compte. C'est pas un groupe de promotion immobilière. Eh bien, on a fait des petits appartements. En définitive, on les a tous réunis. Donc, je veux dire par là que la sécurité pour un promoteur, c'est faire des tout petits logements. Au moins, on touche un maximum d'acquéreurs potentiels et d'acquéreurs qui ne veulent pas payer d'impôts pour défiscaliser. Et en définitive, je pense qu'il y a une demande, sur des grands logements. On parlait ce matin avec la 7 de cette question-là et peut-être ça prendra un petit peu plus de temps à commercialiser, mais ils trouveront des preneurs pour des T5, des T6 de 120 mètres carrés dans des centres-villes de petites villes. Euh, Moi, je pense que enfin, j'ai commencé, je le disais tout à l'heure, les T3 à 67 mètres carrés, 68 mètres carrés, je réouvrais les plans, mais je me projetais dedans. Aujourd'hui, on est à 58 Mmh. mètres carrés de T3. Ça rime à rien. J'ai des copains qui ont acheté en défiscalisation. Ils m'ont dit, mais j'ai acheté un appartement, j'ai cherché la cuisine. Ils cherchaient la cuisine. Il me dit, mais je rentre, j'étais dans le séjour. Il dit, où le placard? Il n'y a pas d'entrée. Je sors des toilettes, j'arrive directement dans le séjour. Il faisait le tour, il dit, mais il manque quelque chose. Les personnes qui achètent sur plan, Mais ils fiscalisent, par curiosité, est allé voir ce qu'il a acheté. Il est tombé sur quelque chose. Et ça, c'est tout neuf. Hein. On en est parti pour un siècle, hein, au rythme où vont les choses. On va se cogner mais du logement. c'est là où tu vois les travers du sujet, c'est qu'effectivement, à partir du moment où ça devient un placement, c'est plus un produit comme un autre, quoi. Donc, personne fait de l'investissement sur sa voiture. Donc, du coup, voilà. Donc, tu t'attends pas que ta voiture, tu la vendes plus cher, sauf sur des cas spécifiques. Mais le logement, c'est une question de valorisation, de patrimoine et de placement, de défiscalisation. Donc,